La dernière préoccupation, c'est concernant la nomination des chefs d'établissement. J'aimerais savoir si vous pouvez un peu nous préciser concernant les chefs d'établissement. Ils sont nommés par qui? Les directeurs des écoles primaires, par exemple, les préfets des études, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Dernière préoccupation dans le camp des Excellences, oui, allez-y. Entre-temps, les amis à qui les questions sont destinées se préparent, spécialement bonne année, Gaspard et Yoga. Vous tous, mais nous suivons un peu les interventions parce que c'est eux qui représentent leur gouverneur de province et donc ils ont une certaine préscience sur nos provinciaux habituels, Provence, IPP et Diprosec. Merci, Monsieur le Président. Je suis Dieudonné Gadelé, je viens de l'Ituri, je suis secrétaire exécutif. J'ai deux petites préoccupations, surtout au dernier intervenant ici qui a à le suivre, il est juriste. Donc il va beaucoup m'aider. 204, l'article de la Constitution, point 13. Il a parlé de l'attérinement de l'arrêté du gouverneur quand il signe un arrêté créant un établissement de l'enseignement primaire, secondaire, et ainsi de suite. J'ai lu ici, parmi les prérogatives exclusives de la province, 13, l'enseignement primaire, maternelle, primaire, secondaire, professionnel, spécial, ainsi que l'alphabétisation ont été établies et qu'on l'applique comme il faut. Est-ce qu'il faut encore l'attérinement? C'est une question dans ce sens-là. Voilà. Deuxième petite préoccupation que j'ai au même intervenant, je n'ai pas retenu son nom. Parmi les pouvoirs exclusifs du pouvoir central, on énumère, par exemple, l'affectation des IPP. Mais pourquoi explicitement on ne parle pas de nomination et affectation des provinces? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma deuxième préoccupation concerne... il y a un présentateur qui a parlé des chefs d'établissement sanctionnés pour abus sexuels. Ma curiosité, c'est par rapport à sa cotation. L'Assemblée jetait des fleurs aux provinces qui ont donné plus de statistiques par rapport à ces antivaleurs, au lieu de les décourager. Parce que les provinces qui n'en ont pas donné, je pense que vous n'avez pas donné les raisons pour lesquelles ces provinces n'ont pas donné des chiffres. Là où il y a eu ces antivaleurs là où il y a eu notamment des cas de chefs d'établissement sanctionnés pour abus sexuels, quelle est la qualité ou la catégorie des sanctions qui ont été données à ces inciviques et quelle la hauteur donc de sanctions pour booster les changements du système éducatif dans ces provinces. Donc pour moi ici, je voudrais connaître la qualité des sanctions qu'on a données pour booster les changements dans ces provinces. Merci beaucoup. Le redressement de notre système d'enseignement est une grande nécessité qui doit prendre en charge la lutte contre les antivaleurs. Ce sont des antivaleurs qui sont à la base de la baisse de niveau sur le plan professionnel, sur le plan administratif et financier. Maintenant, on a identifié certains agents qui
soit chef d'établissement, inspecteur ou enseignant, pour leurs abus. Normalement, dans le mécanisme de dénonciation tel qu'on a évoqué par Space, un mécanisme qui est pris en charge par BERS, on doit d'abord, en fonction des PTT, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment ils doivent se comporter. Du moment qu'il y a des dérapages, on note ce dérapage, on les dénonce, on doit sanctionner. La sanction pour les abus, pour la corruption, pour tout un tas de choses, il y a d'abord une sanction d'ordre administratif. Nous estimons que les prophètes qui sont là, qui ont donné ces informations, ils ont déjà pris des sanctions au niveau administratif. Mais il y a aussi des sanctions qui peuvent aller même au niveau de la justice, surtout pour les abus sexuels. Donc cette démarche-là, c'est une démarche que nous devons intégrer dans notre façon de travailler pour arriver à booster les antivaleurs en dehors de notre système. En termes de cotation, nous ne sommes plus du temps de la cotation, du temps du bulletin de signalement, c'est une cotation. C'est dans le bulletin de cotation de cette année scolaire, du moment que cet agent a été pris en flagrant délit, sa cotation aussi a un impact négatif pour pouvoir les juger, et ça pourra être aussi un élément important. Quand les autres collègues de l'enseignement primaire et secondaire, qu'ils soient inspecteurs, chefs d'établissement ou enseignants, notent qu'il y a des sanctions qui sont prises par certains, ils vont se défaire et ils pourront bien se comporter. Et le comportement peut avoir un impact sur le plan de l'organisation de notre système si le plan. C'est un peu dans ce sens. Directeur Yoka, vous voudrez compléter à ce niveau? Oui? Ça peut aller? Non, c'est pas bon, alors. Le ministre provincial, le fait qu'on soit une main au niveau national et une autre au niveau provincial, je reprends, vous êtes déconcentré par l'acte de nomination et l'acte de gestion. Vous êtes déconcentré. Vous êtes décentralisé par matière pour laquelle vous avez été nommé. Si vous êtes prophète, vous êtes prophète de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Alors que l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est une matière décentralisée. Mais celui qui vous nomme vous met dans le contexte de quelqu'un qui doit répondre à sa norme au niveau national. Alors tout à l'heure, quand je disais, quand on vous appelle chez le gouverneur, vous y partez au moment où il convoque le gouverneur pour représenter le secteur, au moment où il convoque les chefs de division pour représenter le secteur, parce que vous représentez le secteur dans la province. L'acte qui vous a été nommé par son Excellence ministre national, il vous nomme directeur. Ça, c'est ça qu'on appelle les statuts particuliers du personnel enseignant. Mais par contre, le rang que le gouverneur a appelé, c'est le rang. Ça s'appelle? Non, ça s'appelle les régimes. L'autre là, c'est le régime particulier, et l'autre là, c'est le régime normal de la fonction publique. Quand on appelle les chefs de division, on appelle les chefs de division. Quand vous êtes chef de division, donc, c'est ça que la fonction publique reconnaît. Mais les statuts, les grades pour lesquels vous avez été nommé, vous êtes au grade de directeur, c'est ça que l'arrêté du ministre a dit. Donc il n'y a même pas de confusion, comme je le disais tantôt. Mais le fait que vous, en tant que directeur provincial, vous initiez l'acte, la substitution. Moi aussi, je m'immixe. Je m'immixe un peu dans tes affaires. Je pose un acte comme si j'étais prophète. Si tu me poses la question, je dis, je vais faire la substitution.
Comme ça, on va voir. C'est le désordre qui va régner et on va voir à qui le gouverneur confère le pouvoir de lui chuchoter. Des choses différentes. Donc, en étant prophète, en étant directeur CGOP, INACOP, en étant IPP, on n'a pas de barrières de s'harmoniser avec celui à qui on a confié. J'ai utilisé le mot, la supervision. On lui a confié la supervision. Parce qu'au conseil du ministre provincial, vous n'êtes pas là. C'est lui qui doit parler du secteur. Vous n'êtes pas au conseil des ministres. Conseil des ministres, pardon. Vous n'êtes pas là. Il faut lui donner la matière pour qu'il parle en mieux de ce que vous faites. Donc, vraiment, quand vous rentrez, monsieur le ministre, son excellence, si vous aussi vous mettez dans la peau de celui qui attend, c'est aussi ça. Quand vous attendez, celui qui a, il te dit, j'ai déjà donné. C'est aussi ça. La réalité, c'est une matière, et ils sont des techniciens, ils remontent les matières, c'est pour que vous, en tant que politique, vous puissiez voir quelles sont les orientations politiques, vous mettez l'harmonie et vous vous remontez à celui qui a la signature ou la décision, c'est le gouverneur des provinces, et puis la solution est trouvée. Qui nomme les enseignants? Les enseignants, pas le personnel enseignant, je parle de l'enseignant. À mon entendement, devant tous les doyens qui sont ici, c'est le gouverneur des provinces. À ce jour, il y a une pratique où les vides se créent, même les sous-prophètes. Parce qu'il est en harmonie avec les prophètes, il l'appelle. Vieux, moi non, il s'abat moi si wana, azawa na porte, muto akufa wana na tche wana. Bon, tika ina wana tokota. Ça, ce sont vos pratiques que vous faites. La nomination, conformément à ce qu'est le mouvement populaire de la révolution, conformément au commissaire d'État, le pouvoir reconnu au commissaire d'État et à l'autorité du mouvement populaire de la révolution, c'est le gouverneur. C'est ça. C'est le gouverneur qui nomme. Mais maintenant, le prof Valère vient de quitter, le directeur de la DRH est dans la salle. Si on lui accorde 2 minutes, il va vous dire qu'il y a une innovation qui est en train d'être mise en œuvre pour que la problématique du recrutement du personnel enseignant ou de l'enseignant soit retournée dans la norme. Elle en connaît plus et mieux. Bonjour à tout le monde. J'aimerais juste placer un mot par rapport au recrutement. C'est une des réformes, comme on l'a dit tout à l'heure par elle est déjà assez avancée dans la mesure où on a déjà mis en place l'outil. On a élaboré tout ce qu'il y a comme outil de travail qui va y parvenir. Cette réforme est très attendue dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On ne peut pas se limiter à donner $1 million à un enseignant. Si lui-même, sa valeur intrinsèque sur le plan psychopédagogique n'est pas au rendez-vous, la qualité va toujours baisser. Et donc, nous allons y aller de manière progressive, c'est-à-dire qu'il y a d'abord 3 provinces pilotes, parmi lesquelles il y a les provinces du Kinshasa, il y a le Congo central et il y a le Kasaï central. Qui vont devoir commencer avec nous dans cette stratégie. Ça, c'est par rapport au recrutement. Je ne voudrais pas vous refuser. Je voudrais placer quand même un petit mot par rapport au mécanisme de gestion des plaintes, parce que ça a été soulevé ici, à un moment donné. À ce point-là, les plaintes sont expressions ici, particulièrement parce que j'ai suivi un de leur excellence ici, évoquer le cas de ceux qui devaient être sanctionnés. Du point de vue de la loi, lorsque vous êtes accusé de viol, de harcèlement, vous connaissez la loi sur la violence sexuelle, si vous êtes jugé dans la condamnation à moins de 10 ans,
On sait que dans la procédure disciplinaire, c'est ce qui vient justifier aussi qu'on insiste sur le code 22, dans lequel on a indiqué ce qui a comme acte qui peut être accepté au sein des établissements par les enseignants et tous ceux qui sont autour des enseignants, y compris tous ceux qui sont comme du monde, qui sont des partenaires. Il y a un problème sérieux dans nos provinces, et l'occasion est la belle. Chaque fois qu'il y a un cas qui a suscité votre attention, et il y a des preuves qu'il y a eu harcèlement, il y a eu violence, il y a eu tout ce qui va dans le sens d'abus sexuels, tant sur les enfants masculins que féminins. Quand vous ouvrez l'action disciplinaire, sachez toujours qu'il y a deux voies. La voie administrative et la voie judiciaire. Pour cette matière-là, c'est souvent des cas de flagrance. Vous entendez la personne sur PV pour pouvoir rester dans la logique de, comment dirais-je, la procédure contradictoire. Vous n'allez pas faire une approche beaucoup plus longue. Vous l'entendez sur PV, vous ouvrez la sollicitation, on le suspend et vous transmettez le dossier. Quand il y a nécessité de le faire arrêter, vous l'arrêtez. Mais il s'est fait que la majorité de ces cas-là, quand ça nous arrive ici, ils ont suivi la procédure normale, ça prend beaucoup de temps, qui oblige maintenant la procédure normale de se retrouver en train de classer les dossiers au moment où on a commis des abus très graves. Et chaque fois, informez-nous des actes que vous avez posés au niveau de l'administration provinciale. Ça nous permet maintenant de l'ouvrir. Si ça nécessite même qu'il y ait des descentes supérieures, on le fait. Merci. Le contenu, le voici. La réforme voudrait que désormais il y ait un recrutement des enseignants de l'école primaire ainsi que des directeurs d'école primaire sur base de mérite. Concours donc. Et donc les enseignants répondant à un critérium vont passer le concours et les meilleurs vont être recrutés. Pour les directeurs, ce n'est pas un recrutement, c'est un concours pour leur promotion. Parce que le poste de commandement n'est pas un poste de recrutement. Et donc toute la procédure est déjà enclenchée. Et je parlais des trois provinces par lesquelles clairement. Comment on vous appelle? Valérie Chokani, je suis chef de bureau sujet évaluation à la direction d'études de planification. Nous venons de suivre votre exposé aujourd'hui par rapport à la revue annuelle des performances. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé après avoir fait l'exposé devant les participants? Je viens de faire une synthèse des informations relatives aux fiches de collecte des données, des informations scolaires, des données scolaires. Ce sont des informations qui permettent au sous-secteur de retracer ces systèmes d'information qui permettent de voir l'évolution des indicateurs clés du système. Donc, j'ai juste analysé la mise en œuvre, après analyse et après consolidation des informations, parce que ce sont des informations ici des provinces dont l'autorité avait besoin de savoir comment ces indicateurs sont mis en œuvre au niveau provincial. Donc c'est dans ce cadre de la revue annuelle que les provinces nous amènent chaque année des informations clés liées à ces indicateurs clés. Donc dans cette revue annuelle, on peut compter maintenant sur une nouvelle performance dans votre secteur. En fait, ça c'est la deuxième année de la revue annuelle de performance à l'EPST. C'est une revue, c'est chaque année des sous-secteurs de l'SPSP. C'est engagé dans une nouvelle approche des performances. Et donc, il s'agira désormais d'évaluer la performance de l'ensemble du système en commençant par le niveau national, c'est-à-dire les directions et services. On prend le niveau provincial, on voit
Proved, les sous-divisions et les établissements. Et on voit les bureaux gestionnaires. Donc c'est une nouvelle approche de vision basée sur la performance. Et toutes les revendications ou les suggestions faites au sein de cette revue seront prises en compte? Tout à fait. C'est l'objectif de cette revue. L'objectif de la revue, ce n'est pas que les gens viennent pour danser, pour manger. C'est une revue où les gens viennent réfléchir et faire un état des lieux de ce qui a été préparé, de ce qui a été prévu et de ce qui est fait. Donc on voit la baseline en regardant ce qui a été prévu en termes de valeurs cibles. Et on voit les valeurs réalisées pour dégager le niveau d'exécution, le pourcentage d'exécution. C'est-à-dire, chaque revue produit des recommandations qui doivent être coulées en plan d'action opérationnel dans chaque province. Donc chaque sous-province, on en a 60, et qui doivent permettre désormais d'opérationnaliser ces recommandations afin d'espérer avoir des résultats escomptés. L'objectif de la revue, c'est avoir des recommandations. Merci beaucoup, M. Lance. Bonjour, monsieur le journaliste. Prière d'abord de se présenter. Je réponds au nom de Moubalama, David, ministre provincial. Monsieur le ministre, nous avons suivi votre intervention par rapport à cette revue annuelle. En résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir d'abord de votre intervention par rapport à cette revue annuelle? De prime abord, je tiens à remercier le chef de l'État, le ministre national ayant détesté dans sa position d'avoir songé à organiser cette séance de capacitation sur la revue annuelle des performances, parce que c'est une séance, une activité qui arrive à point nommé, étant donné que notre pays actuellement est en train de subir une métamorphose. Donc beaucoup de réformes sont en train d'être réfléchies dans les domaines de l'éducation, notamment des réformes sur le numérique, mais aussi sur le recrutement des enseignants et des directeurs d'école. Donc c'est une revue qui arrive à prénommer parce que le recrutement se faisait de manière compliquée. Mais avec cette revue, il y aura moyen d'intégrer des éléments qu'on n'avait pas. Par rapport à moi-même, dans mes interventions, j'encourage que le chef de l'État de réduire le nombre d'enseignants de nouvelles unités. Vraiment que cette mesure puisse être appliquée, mais surtout être accélérée. Je sais qu'il y a déjà un travail qui est fait, mais mon souhait est que à la fin de l'année prochaine, il n'y ait plus d'enseignants nouvelles unités ou non payés dans ce pays. Parce qu'avoir les richesses que ces pays regorgent et qu'on continue à compter des milliers d'enseignants non payés, pendant que nous sommes dans la gratuité d'enseignement de base, nous pensons que ce serait très utile parce que voir un enseignant pendant 1 an, 2 ans donner cours à ses pairs, à ses frères et sœurs sans rien recevoir comme salaire, moi je me dis à quel rendement on peut s'attendre d'un tel enseignant. Donc je salue donc la bravoure chef de l'État, mais surtout je demanderai au gouvernement d'accélérer le processus de la paye des enseignants afin que à la fin de l'année prochaine, qu'il n'y ait plus d'enseignants non payés dans notre pays. Un combat très noble, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le journaliste. S'il vous plaît, prière de se présenter. Vous êtes ministre de l'EPST au niveau provincial. Vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Freddy Ndombe. Je
suis ministre provincial en charge de l'éducation de la province du Bas-Ouest. Merci. Nous avons suivi votre intervention par rapport à la revue annuelle. En résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir, ceux qui n'ont pas pu participer, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre intervention aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Mon intervention était axée sur les arrêtés d'agrément. Les arrêtés d'agrément. Selon la loi 4, on nous précise, on nous dit que les arrêtés d'agrément des écoles privées tout comme publiques de l'État sont octroyés soit par le ministre national, soit par les gouvernements de province. Mais il s'est posé un problème à un moment donné où nos gouverneurs de province octroyaient des arrêtés aux écoles. Mais apparemment, c'est comme si au niveau national, il y avait des doutes par rapport à ces arrêtés. Ils considéraient comme si c'était des faux arrêtés. Bon, après avoir posé ces problèmes au niveau de la revue annuelle ici, on nous a quand même éclairé que malgré que les gouverneurs de province octroient les arrêtés aux écoles, mais il faudrait que cela soit ratifié au niveau national par le ministre national. Et on a compris, c'est la chose que nous avons commencé à faire. En dehors de ça, il y a eu aussi le problème en rapport avec la nomination des chefs d'établissement qui pose souvent problème au niveau des provinces. Parce qu'il y a des bureaux gestionnaires, il y a des gestionnaires, des coordinateurs qui veulent nommer les chefs d'établissement selon leur propre gré. Ils prennent les membres de leur famille, ils prennent les membres des églises. C'est alors que j'avais posé ce problème-là, on nous a éclairé que ce soit les gouverneurs de province qui sont habilités à faire ce travail-là. Donc voilà quelques éléments qu'on avait posés au niveau de Et en conclusion, à la fin de cette revue annuelle, vous attendez quoi précisément? Oui, nous attendons beaucoup de choses. Nous attendons l'amélioration des conditions de nos enseignants, des élèves. Nous sommes en province, la population peine pour l'école. Il y a des problèmes des bancs qui posent problème, il y a des problèmes des bâtiments. Nous avons assez de problèmes que la revue doit prêter main forte. J'espère que nous aurons quand même des causes. Il y a le problème des salaires des enseignants, la mécanisation. Donc il y a tant de problèmes. J'espère qu'avec cette revue, nous aurons la solution. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Merci. Prière d'abord de se présenter avant d'entrer dans les vifs du sujet. Merci beaucoup, Excellence. Vous ferez aussi mieux de rehausser un tout petit peu la voix. Aujourd'hui, vous avez participé à la revue annuelle. C'est le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir après avoir participé et quelles sont vos suggestions après avoir pris part active dans cette revue annuelle? Je n'ai pas de suggestions à faire. Mes impressions sont positives parce que c'est un exercice normal. Il est tout à fait normal pour un professionnel de l'EPSP de pouvoir s'arrêter après un exercice scolaire 2022-2023. Quand on clôture l'année, malgré les difficultés, les hauts et les bas, c'est mieux qu'on s'arrête, qu'on fasse le point par rapport à ce qu'on a fait, d'où on vient, par rapport à là où on tend, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour bien faire. La preuve est que depuis 2017 à ce jour, nous, à l'EPST, nous avons notre c'est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 à 2025. Donc, pendant cette période, notre préoccupation, c'est de pouvoir s'atteler sur l'accès, l'accessibilité de tous les enfants à la scolarité, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la bonne gouvernance. C'est autour de ces trois axes que nos actions pédagogiques tournent. Alors, ce que je peux dire, c'est tout simplement remercier les ministres des tutelles
pour avoir tenu la parole, de pouvoir organiser cet exercice annuel selon la philosophie et la logique du chef de l'État, son Excellence qui veut faire une éducation cheval de bataille en valorisant la gratuité de l'enseignement et en voulant propulser l'éducation d'ailleurs de ces notre pays. Donc moi, comme ancien de l'EPC, je me retrouve, je suis édifié de voir qu'il y a quand même des innovations qu'on maintient la parole donnée. On est en train d'évoluer. On évolue à petits pas, mais on évolue quand même. Merci beaucoup Mavo. Oui, dans ce deuxième jour, c'est une journée prévue pour les différentes expositions et thématiques qui seront l'objet de la compréhension dans la salle par rapport aux objectifs de l'ARAP. Parce que l'ARAP a comme mission d'évaluer ce qui a été fait et ce qui sera fait dans le présent pour pouvoir voir l'avenir. Dans l'avenir, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour améliorer notre système éducatif. Il y a eu pas mal de suggestions aujourd'hui au sein de cette revue annuelle. Pensez-vous que toutes ces suggestions seront prises en compte et mises en œuvre? Certainement que ça ne manquera jamais parce que l'objectif, sinon ça serait un échec. On ne peut pas venir évaluer et puis ne pas prendre en compte les différentes suggestions qui ont été faites dans cette revue annuelle. Mais ce que nous demandons, c'est le suivi. Les initiatives sont bonnes, mais l'enseignant surtout qui est au centre, vous n'êtes pas aussi type, vous connaissez, vous n'êtes pas aussi en dehors de ce pays. Donc l'homme ou l'unité de production qui est au centre de toutes ces activités, c'est l'enseignant. Et l'enseignant est là pour l'enfant congolais, l'enfant qui est le futur de notre pays. Voilà comment les choses sont présentées. Et ce n'est pas pour rien que l'ARAP commence au niveau de l'école. Donc tout ce qu'on est en train de débattre ici, ça a comme point de chute l'école. Et quand on parle de l'école, on voit l'enseignant, on voit l'élève qui est couvert par les parents et on voit aussi le ministère qui est le point focal de l'enseignement. Et au ministre, vous direz quoi, vous demanderez quoi à l'issue de cette revue? Vraiment, à notre actuel ministre, nous demandons son dynamisme. C'est un monsieur qui est tellement dynamique et qui veut le changement du système éducatif avec beaucoup d'innovations que vous avez constatées ici. Alors, nous demandons qu'il puisse se tenir là où il est, c'est-à-dire en appuyant sur l'accélérateur pour que la situation des enseignants, des élèves et puis des administratifs puisse quand même changer. Merci beaucoup, monsieur.